Trek Storia, bonjour Arcadie et bonjour Pointenard. Salut Cyril, tu vas bien? Bonjour Panknar. Bonjour, bonjour. Est-ce que mon son est bon? Est-ce que ça dure pas trop non plus? Parce qu'il faut Alors, aussi que je fasse mes réglages. Moi ça ne sature pas. Non. Je pense que tu es par contre, je t'entends plus éloigné que Ouais. Cyril. Je vais me monter légèrement alors, ça devrait être bon. Évidemment, j'ai mes réglages qui déconnent comme à chaque fois. Voilà, Mais ça c'est devrait les- être bon là. C'est les lives, c'est comme ça. C'est Ah bah oui, toujours en toujours, direct. hein, s'il n'y avait pas des problèmes. Et encore, on n'utilise pas OBS, mon grand logiciel ami pour lequel je m'énerve quasiment tous les jours, mais bon. Ah là là. Eh ben, parle-nous un peu de toi, Pointenard. Comment t'as découvert Star Trek? Alors, moi, Star Trek, j'ai découvert ça un peu sur le tard, pour le coup, parce que bon, je suis né en 96, donc les séries classiques, elles étaient finies à l'époque. Voyager, bon, j'avais 0 ans, donc bon, il est un peu chaud de découvrir ça sur ce côté. En fait, moi, Star Trek, j'ai découvert ça avec le film de J.J. Abrams à l'époque. Je connaissais Star Trek de nom, de réputation, mais j'avais jamais vraiment, je m'étais jamais rendu dedans. J'ai trouvé le film plutôt sympa, et je me suis dit, bah vas-y, on va regarder. Et la première série Star Trek que j'ai regardée, c'était la classique, qu'à l'époque j'ai pas fini, parce que bon, elle est, c'est velu de commencer par Star Trek classique quand même. Ouais, mais après, par contre, je trouve que TOS animé est très fun à regarder aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, je trouve qu'elle est incroyablement drôle cette série. Alors, je trouve qu'elle a des bons textes, mais l'animation, elle est tellement, j'allais dire claquée. L'animation, elle est en 2 frames, quoi, et je trouve que ça rend des trucs tellement drôles des fois que c'est une série pour laquelle j'ai pas mal d'affect. Et après, du coup, moi, donc j'ai commencé par J.J. Abrams. Et après ça, j'avais découvert TOS, mais j'étais en mode bon, j'accroche pas trop. Je me suis dit, je vais commencer une série un peu plus jeune. J'ai vu que Voyager commençait en 96. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, je suis né en 96, on va commencer par ça. Et j'ai trouvé la série incroyable. C'est toujours aujourd'hui ma série Star Trek préférée. Je sais qu'elle a des défauts, notamment sur le fait que les épisodes ont très peu d'influence les uns sur les autres, que le Voyager peut être défoncé jusqu'à la moelle à la fin d'un épisode, mais complètement réparé au début du suivant. Et après ça, j'ai fait l'intégrale. Je me suis fait DS9 que j'ai adoré. Je me suis fait TOS à partir de là que je l'ai reprise. Et il y a une seule série que j'ai un peu du mal, c'est Enterprise. Parce que, alors déjà, quand j'ai lancé Enterprise et que j'ai eu le générique pour la première fois, j'ai très sincèrement cru que je m'étais gouré de série. Mais après, je sais pas, j'aime pas Archer, j'aime pas tellement l'ambiance. Et après, il y a eu tout le Trek moderne avec Discovery, dont j'ai pas un affect énorme sur Discovery. Je trouve que c'est une série qui a des concepts intéressants, qui a des bons acteurs, qui a des bonnes histoires, mais qui a l'énorme problème de Michael Burnham qui cannibalise l'intégralité des scripts et qui vraiment est le perso principal de l'intégralité des épisodes, ce qui a eu très très vite tendance à me gonfler. Surtout que je trouve qu'il y a des meilleurs personnages, genre Saru. Je trouve que Saru est un excellent personnage et qui malheureusement n'est vraiment pas utilisé au level qu'il devrait être. Et après, comme moi, mon domaine, ma chaîne à moi personnellement parle plutôt d'animation. C'est plutôt là-dessus qui est mon truc. Du coup, je me suis lancé sur tout ce qui est animation Star Trek, donc le TOS animé que j'ai trouvé très fun, mais qui n'est pas hyper intéressant aujourd'hui. Et Prodigy que je trouve absolument fantastique. Je trouve que c'est probablement la meilleure porte d'entrée vers la saga. Je trouve que l'animation elle est trop bien. Je trouve que l'histoire elle est très cool parce qu'on s'écarte de la Fédération. Je trouve que paradoxalement c'est une des séries qui présente le mieux les valeurs de la Fédération et de Starfleet. Et après il y a eu du coup je me suis dit tiens il y a cette série humoristique, j'en entends que du bien, tout le monde dit que c'est génial, notamment j'ai vu une vidéo de Jesse Gender qui en parlait, qui disait, oh ouais c'est la meilleure série Star Trek, et je comprends pas parce que j'ai détesté chaque épisode de cette série, c'est Lower Deck. Je ne comprends pas le succès de cette série, je ne comprends pas comment les Trekkies peuvent adorer ce truc. C'est bien. Après, non, après évidemment, hein, chacun aime, et en vrai, j'ai zéro problème, c'est les gens ont kiffé. Mais c'est juste, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Et du coup, récemment, j'ai fait une vidéo qui en parlait de à quel point je trouvais que cette série était, comme je l'avais nommé, du cannibalisme référentiel. Et c'est là-dessus que t'es tombé en disant, bon, je suis pas d'accord, mais vas-y, viens en parler.
Et du coup, je suis là. Et à côté de ça, dans le Trek moderne, autant je suis pas très très fan de Discovery, autant j'aime beaucoup Strange New World, qui je trouve a ses défauts, a notamment des épisodes qui ont des scripts, je trouve très étranges par rapport à Star Trek, mais qui est une série auquel on peut pas reprocher le fait d'essayer et qui essaye des trucs vraiment intéressants, notamment déjà l'épisode crossover avec Lower Deck, qui est meilleur que n'importe quel épisode de Lower Deck, et l'épisode comédie musicale que je trouve étrange en effet dans l'univers interne de Star Trek, mais je reprocherai jamais à une série d'essayer quelque chose de neuf comme ça dans une série comme Star Trek, et j'ai trouvé l'épisode très très fun, et c'est un truc qui m'a fait beaucoup aimer. Et j'aime beaucoup aussi qu'ils ramènent des vieux ennemis en les réadaptant, en les rendant bien flippants, avec, j'oublie tout le temps leur nom, Les Gornes. Les Gornes. Ouais. Les Gornes qui ont cette gueule pas possible dans TOS qui est assez légendaire, et que là ils ont redesigné. J'aime plutôt pas mal le redesign, ce qu'ils ont fait. Et parle-nous un peu de ta chaîne. Du coup, ma chaîne, moi, c'est Coinquenard. Donc, c'est une chaîne qui parle d'animation occidentale hors Disney. Parce que j'ai déjà pas mal de mal avec Disney, et parce qu'il y a pas mal déjà d'autres chaînes qui parlent d'animation japonaise. Et le principe, c'est de faire découvrir des trucs que j'aime bien. Je fais très rarement des choses sur des séries que j'aime pas. Pour vous dire à quel point j'aime pas Lower Deck. Et en gros, c'est une chaîne où à la base, je faisais surtout de la critique classique. Et c'est une chaîne sur laquelle j'essaye de faire découvrir maintenant des séries ou films pas forcément ultra connus, mais surtout maintenant j'essaye de développer des thématiques autour de séries, genre par exemple là avec Arcane qui est sorti récemment, où je me suis dit tiens, parlons de l'analyse de la lutte interne dans Arcane, qui est assez intéressante, notamment la lutte des classes, parce que c'est des sujets que j'aime beaucoup. Et à côté de ça, je fais aussi de temps en temps, même si ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, des petits narratifs sur Total War, parce que c'est trop bien. Et avant, je tenais une émission sur les films d'arts martiaux, mais j'ai arrêté. Et j'ai aussi une grosse émission, mais alors ça, j'en fais une fois tous les 6 mois, parce que ça me prend 2000 ans à faire, qui s'appelle Fandom, et qui parle des actions positives qui peuvent apparaître au sein de divers fandoms. Et notamment, le premier épisode, je l'avais fait sur la Cypher Hunt, qui était le grand ARG, qui avait lieu autour de Gravity Falls, la fin de Gravity Falls. J'ai une question, du coup. Si moi, j'ai pas regardé Arcane, j'ai pas envie de regarder Arcane parce que tout le monde me casse les pieds avec Arcane. Si tu dois me donner un élément pour me dire, tiens, Matt Arcane, il y a ça dans l'histoire qui est vraiment chouette, ce serait quoi? Sachant que moi, si tu me dis si c'est trop cool, c'est ok, je m'en bats les couilles. Ouais, j'ai toujours pas regardé. C'est facile de dire. J'ai toujours pas regardé Breaking Bad à cause de ça. Donc je peux être très têtu. Donc donne-moi un truc où on m'explique ça, je vais faire ok, d'accord, pour ça je veux bien. Matt Arcane, parce que la saison 1 contient une très très bonne parabole de la lutte des classes et des conflits entre bourgeoisie et prolétariat. Et aussi la saison 1 contient vraiment une très très bonne analyse et une très très bonne représentation des divers moyens de lutte face à un pouvoir autoritaire. Ok, d'accord. Là, tu m'intéresses. Parce que tu m'aurais juste dit, la première phrase, tu peux la dire la même chose avec le Batman de Matt Smith, le dernier. Mais bon, son discours, il est quand même assez simpliste. Il est très très classique. T'as vu les riches, c'est trop les gros méchants et machin. Donc moi, c'est un truc qui ne m'intéresse pas présenté comme ça. Mais si tu me dis qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs pistes explorées, là, je dis d'accord, pourquoi. Justement, c'est ça qui est assez intéressant dans Arcane. Et c'est aussi pour ça que je trouve la saison 2 un petit peu décevante, parce qu'elle abandonne complètement ce sous-texte social, parce que le showrunner est un putain de centriste, et il a fait des déclarations en mode, il disait oui, ma série, en fait, moi je l'ai pensé pour que, oh là là, les démocrates et les républicains, ils devraient apprendre à parler. Enfin, j'étais en mode, t'as absolument pas compris le discours de ta propre série, c'est assez incroyable. Mais la saison 1 parle notamment des moyens de la lutte, et de comment est-ce que une population qui n'a aucune représentation va répondre face à un pouvoir oppresseur, avec notamment un côté qui va avoir une réponse violente, un côté qui va essayer de pas collaborer, mais essayer de discuter entre guillemets, mais évidemment ça marche pas, et un côté qui va trahir. Enfin, il y a des trucs qui sont assez intéressants, surtout aussi parce que t'as un point de vue qui est, t'as aussi le point de vue de la classe dirigeante,
qui est très intéressant, mais aussi qui fait qu'une partie de la commu est complètement délue vis-à-vis d'un personnage, parce que tu as le personnage notamment de Caitlyn, qui elle est une bourgeoise, vient de la classe dirigeante, vient de la haute bourgeoisie de Piltover. Donc la série, c'est le conflit entre Zone et Piltover, qui sont deux cités côte à côte et dont l'une exploite complètement l'autre. Et t'as Caitlyn qui est du coup ce perso de flic en plus, qui se pense extrêmement ouvert, qui se pense extrêmement tolérante, qui disent oh là là, nos villes elles ont besoin de collaborer ensemble, de se soigner, on a besoin de s'entendre, mais qui au final ce qu'elle cherche avant tout, c'est le retour d'un statu quo qui est en lui-même un statut d'oppression. D'accord. Voilà, Ok, elle est en mode oh là là, on devrait tous être copains, mais on lui dit mais t'es bien gentil, mais la situation donc auquel tu veux un retour, c'est une situation d'exploitation dans laquelle on en prend plein la gueule. C'est là-dessus que la série est vachement intéressante, au-delà du fait que c'est putain bien animé, c'est très joli et il y a aussi des très bonnes représentations LGBT, ça c'est toujours sympa. Mais c'est surtout pour le discours social de la saison 1 que la série est vraiment intéressante, et notamment t'as le personnage du méchant qui est Silco, qui lui-même est présenté comme cette espèce de diable, de démon. Mais quand tu analyses son discours, t'es en mode ouais, Silco en fait, c'est un révolutionnaire indépendantiste qui admet les moyens de sa lutte. C'est un peu, pour moi, je le rapproche par exemple de ce qu'on pourrait trouver sur des mouvements comme l'IRA, qui sont en mode ouais, effectivement, on fait péter des trucs, mais parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de ça que pour se faire entendre. En bref, c'est une série qui est vachement intéressante de ce côté-là, au-delà de juste c'est très cool, c'est une adaptation. Je sais pas si c'est fidèle ou pas de LoL, parce que j'ai jamais osé mettre les doigts sur LoL, je ne suis pas fou à ce point, mais c'est là-dessus que je trouve la série très importante, très intéressante, au-delà de c'est juste joli et ça pète dans tous les sens, et les gars de Fortiche, c'est vraiment des dieux de l'animation. Bon, ben alors là, maintenant, on est là pour parler de Star Trek et des 5 premiers épisodes de Lower Decks. Alors, pour moi, c'est quoi Lower Decks? Pour moi, Lower Decks, c'est une chance, c'est une opportunité de Star Trek de se moquer de Star Trek. J'ai toujours dit que c'était une série qui était parmi mes préférées, et je suis face à deux contradicteurs qui n'aiment pas Lower Decks parce que du point de vue d'Arcady, que je connais mieux, ça défonce tout ce que doit représenter Star Trek. Ouais. Donc on va en parler plus facilement en décortiquant chaque épisode. On commence avec l'épisode 1, un épisode d'exposition qui s'appelle Second Contact. Alors nous, on rappelle, hein, on est des spoilers, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, bah tant pis pour vous, hein. Il était temps de les regarder depuis le temps que c'est sorti. On va spoiler comme des gorets. Donc l'USS Cerritos est chargé d'assurer le suivi d'un premier contact diplomatique pendant que le capitaine Freeman gère une mission officielle. Boimler et Mariner, qui sont donc les personnages principaux, sont envoyés sur la planète Gelark 5, où une mauvaise manipulation provoque une infection zombie parmi l'équipage. L'épisode établit l'humour absurde et dynamique du quotidien des subalternes du vaisseau. Voici ce qu'on peut dire en termes de résumé. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier épisode d'exposition, Arcady? C'est un excellent pilote parce qu'il concentre tout ce que je ne supporte pas dans Lower Deck. Et c'est à cause de ça que j'ai arrêté de regarder. Moi, je me suis forcé pour toi à mater les 5 épisodes. Mais faut comprendre qu'à partir du deuxième, j'avais déjà envie de passer à autre chose. Et en ce moment, je suis en train de me faire du mal en regardant Glee. Hein. Donc, je découvre Glee en ce moment. Donc, c'est pour te dire, je me suis dit, putain, je vais juste mettre un épisode de Glee parce que je sais que ça a été une série qui a quand même pas mal marqué son époque. À ce moment-là, je voulais comprendre un petit peu. En plus, elle est super représentation. Donc, elle pré-shot toute la vague d'écriture calibrée pour la représentation. Donc, ça m'intéressait. Ça reste une série que j'aime pas. J'ai maté les épisodes de Lower Deck en 2 épisodes à chaque fois tellement ça me saoulait et j'en ai dû mater que 5. C'est un excellent pilote parce que ça présente exactement toute l'intention de la série, à savoir, comme tu dis, vas-y, on fait, et comme le dit Quanknar, j'ai découvert sa chaîne avec les vidéos sur Lower Deck que Cyril m'a envoyé, je vous invite à aller la voir, je vais découvrir tout le reste. Sans déconner, allez voir ça. C'est une série qui est l'apogée de l'écriture aujourd'hui, du Member Berries, donc de la nostalgie, mais pour moi en plus le fait de la manière la plus hypocrite possible, et c'est pour ça que j'ai lâché. Le personnage principal, la fille, comment elle s'appelle? Mariner, je déteste ce personnage. Je déteste, pourquoi? Parce que c'est un personnage d'adolescent. Je suis trop cool pour trouver ça cool.
En fait, c'est moi, je suis trop cool pour trouver ça cool. Pendant tout l'épisode, elle chie sur les mecs du pont supérieur et tout, et je m'en fous qu'il y ait sa mère dedans et qu'elle ait des mêmes choses. Elle arrête pas de chier, ouais, c'est des connards, ils se la pètent, ils arrêtent pas de machin. Sauf qu'elle a toute... Elle est pire. Quoi? Je dis, alors que elle est encore pire, je trouve. Ouais, alors que déjà qu'elle est pire, mais pour moi, ça, à ce moment-là, je me dis, va peut-être, et que tu m'as appris, qui fait que je regarderai plus l'Over Deck. J'ai accepté de regarder 5 épisodes, je regarderai plus après. Grâce à la vidéo de Traquenard, c'est qu'il n'y a aucune évolution de personnage. Moi, je l'accepte si je me dis, en fait, elle va mettre de l'eau dans son vin, machin, et je veux bien, en fait, c'est comme, tu vois, Prodigy, c'est des enfants qui ne connaissent pas Star Trek, et qui vont rentrer progressivement dans les valeurs de la Fédération. Là, je peux comprendre le principe adolescent, je trouve ça nul, c'est de la merde, c'est des trucs de vieux, machin et tout, et je vais rentrer progressivement et me faire atteindre par ça. Sauf que non, puisque elle déchire tout, puisqu'elle est plus intelligente que la bureaucratie flitienne, hein, puisque elle file de pelle sans savoir les problèmes diplomatiques que ça pourrait faire, tu vois. On n'en sait rien de pourquoi Starfleet a dit pas tout de suite, on règle d'abord ce problème-là, puis ce problème-là. Et en plus, surtout, c'est à la fin. En fait, c'est la toute dernière scène qui m'a fait bondir de mon fauteuil, parce qu'en fait, elle passe son temps à chier en disant que les mecs du pont supérieur sont des connards arrogants, machin et tout. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du Member Berries, et tu te rappelles Kirk, et tu te rappelles Spock, et tu te rappelles Janeway. Oh putain, j'adore Janeway. Et tu fais, mais tous ces gars-là viennent du pont supérieur, connasse. Donc, tes idoles que t'es en train de faire juste pour m'appâter, en tant que fan, t'as pas arrêté de chier sur eux de par leur position sociale et hiérarchique au sein du vaisseau. Et en fait, c'est ça qui me saoule. C'est pour ça que je dis que c'est hypocrite. L'animation est plus intéressante que ce que je pensais. J'ai vu quand même plus. Je trouve ça pas beau, mais je pensais que c'était. Je pensais pas que c'était aussi subtil. Par contre, tu sais, dans l'animation du visage, il y a plein de petits détails. Mine de rien, il y a, tu sais, le visage qui va exprimer plus de choses que ce que je pensais qu'il allait avoir. Donc voilà. Et c'est pour ça que ça me plaît pas. Et tous les autres épisodes vont être comme ça en fait. Donc moi je vais te dire la même chose sur chaque épisode. Le côté adolescent, vite, c'est super. Ah, je voulais dire que je suis super important. Non, cet homme n'a aucune importance. Par contre, c'est ça en espèce de gelée. L'univers de Star Trek ne permettrait pas à des officiers comme ça d'exister. Je trouve ça intéressant. Alors moi, je te rejoins sur toutes ces critiques-là. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, chaque fois, ce qui me fait vriller vraiment intérieurement quand je regarde Lower Deck, et particulièrement ce premier épisode, je trouve d'ailleurs les premières saisons moins détestables que les saisons suivantes. C'est vraiment moi je trouve à partir de la saison 2, ils tombent dans un memberisme dégueulasse à littéralement tous les épisodes où ça ne devient que un espèce de fuckfest de références non-stop. Mais moi, un truc qui m'a toujours énervé, et je trouve que paradoxalement, c'est une série comme Strange New World qui en parle pas mal. Je sais pas si vous vous souvenez dans Strange New World, mais il y a un moment où il y a le personnage de Uhura qui est incertaine de sa place dans Starfleet. Elle dit ouais, j'ai pris cet engagement parce que j'étais pas vraiment sûr de ce que je voulais, et elle voit la réaction des autres qui sont mais outrés parce qu'elle a dit en disant mais t'as pas idée de la chance que t'as. Il y a des millions de personnes qui buteraient enfin pas qui buteraient dans la fédération, mais qui tueraient pour être à ta place, pour être dans Starfleet. Et quand je vois Mariner particulièrement, cette meuf pour moi n'a rien à foutre dans Starfleet. Et c'est au-delà en plus, c'est une nana qui dit ouais la passerelle c'est des losers, mais qui n'a d'idole que des gens qui sont de la passerelle. C'est surtout un putain de nepo baby de merde qui n'est là que parce que c'est vraiment, si sa mère était pas capitaine et son père était pas amiral, je crois qu'il est amiral, mais jamais elle aurait été dans Starfleet cette meuf. Et c'est vraiment, c'est une nana qui n'a à cœur aucune des valeurs de la fédération, qu'on essaye de te présenter comme super trop cool, alors que basiquement ce qu'elle fait, c'est chier à la gueule de tout ce que Starfleet représente. Parce que Starfleet, c'est pas, alors non, ils vivent des aventures de dingue et tout ça, mais Starfleet à la base, c'est quand même c'est principalement des idéalistes. C'est pour ça, moi, je trouve ça intéressant quand Starfleet est en guerre, parce que c'est des idéalistes face à quelque chose qui sont obligés d'agir de combattre. Alors que c'est vrai, ils sont vraiment pas faits pour ça. Ils veulent pas faire ça. Et notamment, faut que je change le docteur, mais enfin, le docteur de Lower Deck, de Strange World,
dont j'oublie tout le temps le nom, qui est vachement intéressant. Boyenga, non pas Boyenga. Boyenga, je crois. Boyenga. Qui est vachement intéressant de ce côté-là. Et de l'autre côté, Mariner, je trouve que au-delà d'être un mauvais personnage, parce que c'est un personnage qui, alors, va quand même avoir une légère évolution, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu moins imbuvable à la fin qu'au début, mais vraiment très très légèrement, elle est toujours aussi arrogante. C'est que je trouve que c'est un personnage qui disrespecte l'intégralité des personnages précédents de Star Trek, qui eux en ont chié pour être dans Starfleet, qui eux ont à cœur les valeurs de la Fédération et se battent pour elle, alors qu'elle passe son temps juste à cracher sur tout ce que Star Trek est censé être, Star Trek fait et les valeurs que Star Trek est censé transmettre, parce que Star Trek pour moi c'est pas le héros qui parce qu'il est exceptionnel en lui-même va réussir là où tout le monde échoue, c'est le groupe là où il est, c'est la valeur du groupe, la valeur c'est l'équipage qui réussit parce que ils travaillent ensemble et ils arrivent à atteindre cet objectif commun. C'est pour ça que je trouve que Star Trek a toujours été une saga communiste, ce qui est pour mon plus grand plaisir. Alors que là, c'est vraiment Mariner réussit parce qu'elle est exceptionnelle, parce que le groupe est nul. Et je dirais ça autrement. Le groupe n'est pas nul. Elle est avec les losers, mais c'est des losers de Starfleet, donc ils sont bons, puisque quand tu regardes à part le gars avec ses cheveux mauves, les deux autres, là, le robot et la fille aux cheveux, Rutherford et voilà. Henry. Henry qui est le seul personnage que je admettrais être correct de la série parce que c'est le seul à avoir un véritable arc narratif. Ouais. Ils sont compétents, mais par contre, si tu veux la preuve totale de ce que tu avances, moi je te soutiens tout à fait. Désolé Cyril, t'es tout seul. Ouais. Mais c'est épisode. Alors là, je suis content. C'est épisode 4. Pourquoi elle est promue? Parce que sa mère veut s'en débarrasser et lui donne une promotion. Rien que ça. Elle l'a pas mérité. Et l'autre chose en plus, et moi c'est là que ça me fait chier, que je dis, en fait pour moi c'est une série pour adolescents, mais dans le sens adolescent gamin, quoi. C'est-à-dire que, mais ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait ça va flatter l'ego nerd d'ado attardé moi c'est la ref. Et qu'en fait, tu sais, tu existes, tu sais, il y a ce moment où t'es ado, tu existes dans ton groupe social de nerds. Il y en a comme ça qu'on connaît tous. Alors, Actually, c'est pas vraiment comme ça, tu vois, et j'en suis un aussi pour certains trucs. Il existe, moi, j'ai la ref la plus précise, et parce que j'ai la ref la plus précise, ça fait de moi un meilleur fan que toi. Et pour moi, c'est ça, tout ce que tu parles dans ta vidéo avec l'ultra précision des références, c'est pour flatter ce truc-là. La deuxième chose, quand je dis que c'est pour ado attardé, c'est le côté de Mariner, c'est une gamine qui en a rien à foutre, qui disrespecte tout le monde comme un ado le ferait, qui reste dans le groupe comme Phoebe dans Friends, c'est-à-dire des personnes, la seule chose que humainement tu te penserais dans une personne comme ça dans le groupe, tu lui dis mais dégage en fait, casse-toi, au lieu de me parler comme ça comme un chien, mais barre-toi. Mais elle reste, donc ça légitime de continuer à parler de la merde avec les autres comme de la merde. Big référence à l'épisode épisode 5 hein, qui m'a fait sortir de mes gonds. Hein. Boimler, il a une copine et cette connasse de, pour rester poli, Mariner, de Mariner, elle doute sur sa meuf parce que c'est pas possible que on trouve Boimler intéressant. Alors à la fin, ils essaient de magouiller en disant ouais, en fait, ils sont peut-être amoureux, en fait, elle l'aime bien parce qu'elle voit ses vraies qualités. Mais couille, hein, t'as passé tout ton temps à dire à ton gars, mais frère, t'es juste une vieille merde, qui pourrait avoir envie de toi? Donc c'est forcément du fake. Toi qui n'as pas, si tu t'es pas fait l'intégralité de l'Overlord, je te dis tout de suite, aucun moment Mariner n'est intéressé romantiquement parlant par Boimler. Et ce qui pour elle moi, fait ça uniquement par trip de non mais lui c'est un loser, moi je suis trop forte, il ne peut pas être. C'est pas genre elle est jalouse, en fait elle l'aime bien, non que dalle. Il y a pas un seul instant où il y a où il y a quelques romances qui est bâtie. D'ailleurs au passage dans le premier épisode il te montre que Rutherford et Henry, oh là là, ils s'apprécient un petit peu. Dernier épisode de la saison 5, ça a toujours pas bougé. Mais ouais. Et donc et en plus de ça, donc il y a ce truc-là. Pour ma part, ça ne me dérange pas qu'ils sortent pas ensemble, Boimler et Mariner. Ça me fait chier d'avoir des couples. J'aime bien que c'est tellement rare d'avoir des amitiés qui restent de l'amitié. Non, mais c'est juste pour dire ça justifie. Il n'y a rien qui justifie dans le futur le fait de se comporter comme une telle connasse. Je disais que moi, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir, et bon, je redirai quand il reviendra.
c'est que on dit oui, c'est des ados. Sauf que Ouais. non, en fait. Techniquement, dans la diégèse de l'œuvre, et on le voit lors de l'épisode crossover avec Strange New World, c'est pas des ados. À la limite, c'est des jeunes adultes, mais ils ont pas genre, c'est pas des Wesley Crusher. Ils ont pas 12, 13, 15, c'est pas le gamin un peu innocent, un peu con, comme l'était Wesley Crusher, même si je trouve que Wesley Crusher se fait chier dessus pour rien. Je trouve que c'est un personnage qui est très attachant, même quand il était jeune, à part le fait qu'il s'est toujours vraiment habillé comme un énorme sac. Ça, pour moi, c'est le truc le plus drôle de Next Generation, c'est les pulls de Wesley Crusher. Je trouve ça incroyable. Chacun sont plus laids que le précédent, c'est une horreur. Mais quand tu prends l'épisode crossover qu'il y a dans Strange New World et que tu vois que bah ils ont pris les acteurs de doublage, donc Jack Quaid en Vollmer et la meuf qui joue Mariner, Mariner. ils les jouent et ils les présentent comme l'âge qu'ont les acteurs. Alors plus jeunes parce que Jack Quaid il a ce visage un petit peu anomalie temporelle, tu sais pas lui donner un âge, mais c'est des adultes. Ce qui rend vraiment le comportement de Mariner encore pire. Parce que tu ne peux même pas lui attribuer le non, mais en fait, elle est jeune, c'est une ado un peu rebelle. Non! La meuf, tu la prends dans Strange New World, elle a l'air d'avoir 24, 25, 26 ans, d'être, c'est bon, elle est adulte, donc c'est vraiment juste une meuf qui n'a jamais grandi. Et qui, du coup, n'a encore en plus rien à foutre à Starfleet. Je comprends pas ça. Enfin, pour moi, c'est le népotisme. Elle n'est là que parce que papa et maman, quoi. Ce qui en plus, moi, m'insupporte ce genre de truc. Alors, petit bémol, on sait qu'elle a vécu d'autres aventures sur d'autres navires. Peut-être qu'elle n'a réussi à vivre ces aventures-là en dehors du népotisme. On peut l'imaginer aussi, hein, parce que sinon, Le fait est elle se fait promouvoir uniquement parce que sa mère veut la promouvoir parce que c'est sa oui. fille. Elle se Non, fait bah, absolument pas promouvoir pour son talent. Donc, à partir de là, je peux supposer, surtout que c'est les premiers épisodes, que sa place à Starfleet, elle l'a eu parce que, bon, bah, papa et maman, ça aide, quoi. Je pense que c'est plus facile de rentrer dans Starfleet quand tes deux parents sont haut gradés dans Starfleet. Est-ce que du coup Starfleet reproduit les hypocrisies de la méritocratie? C'est un autre débat. Mais moi, je maintiens, Mariner, elle a sa place parce que papa et maman, quoi. Et du coup, oui, donc, comme t'es revenu, ce que je voulais te dire, c'est que tu dis, c'est des ados irrespectueux, c'est des ados, des ados entre guillemets petits cons. elle. Sauf que ce qu'on voit, moi je suis pas d'accord là-dessus parce que ce qu'on voit dans Strange New World, du coup, c'est que c'est encore pire. C'est pas des ados, c'est des adultes. À la Oui. limite des jeunes adultes, parce que quand ils arrivent dans le monde de Strange New World, bah, ils prennent les acteurs, ils prennent Jack Quaid, ils prennent l'actrice, et du coup ils les prennent dans leur âge. Mhm. Donc ces marineurs n'ont même pas l'excuse de la jeunesse de oh là là, je veux absolument être rebelle face à ma mère. Non, c'est juste, excusez-moi le mot, c'est juste une connasse. Oui, tout à fait. Et elle a 24, 25, 26 ans. C'est bon, sa crise d'ado, elle est passée. Mais elle est toujours aussi, visiblement, irrespectueuse. Elle est toujours, puis visiblement, elle a aussi des problèmes d'alcool, hein. Faut quand même dire ce qui est, parce que putain, le nombre de fois elle se bourre la gueule dans la saga, c'est quand même quelque chose. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas une ado, c'est écrit pour, comme des ados. C'est ça que je veux dire, c'est que elle se bourre la gueule. Tu apportes c'est de l'eau à mon moulin. Le truc d'adolescent, ouais, vas-y, on fait la fête, on enquille des bouts, ouais, c'est cool, on est des pirates, j'en sais rien, tu vois. Tu sais, ce bazar de la grosse stuff, moi j'enquille j'enquille les bouteilles comme un bonhomme, etc. C'est des trucs de gamin, c'est cet excès-là. Et en plus, le dernier pierre, parce qu'elle est compétente, cette connasse. Parce qu'elle est compétente, parce que elle est plus maligne que la fédération, puisque elle a compris que les pauvres fermiers, que la bureaucratie starfleetienne de ces connards de vieux schnocks, eh ben eux, ils s'occupent pas de leur filer des pelles. Hein, dans le premier épisode, elle a compris directement que la grosse araignée, en fait, faut la traire, le lait il va tourner, hein, à la place de l'autre con là qui connaît rien parce qu'elle elle a roulé sa bosse parce qu'elle est népotée. Et pareil, l'épisode où elle est avec sa mère, tu sais, est à l'espèce de machine de liquide. J'ai beaucoup aimé ce truc-là, la machine à terraformer qui fout la merde dans le vaisseau. Oui. Le concept, je le trouvais cool. Dommage que ce soit dans le mais je trouvais que c'était une chouette péripétie, tu vois, vraiment le côté bordélique, machin. Et ben là, pareil, quand elle arrive, elle fait ouais, blablabla. En fait, elle te sort du Star Trek. Je vais déphaser
les disrupteurs, je sais pas quoi, machin quantique. Et t'as sa mère à côté. Bubble habituel. Ouais. Voilà, et puis elle te fait, et t'as sa mère à côté qui fait, ah ouais, t'as lu mon magazine, tout, fait, ouais, juste un peu pour pouvoir m'en moquer, machin. Mais ça te montre que la meuf, elle te l'a lu une fois, par-dessus la jambe. En fait, elle est méga intelligente, elle est super. Et c'est ça le côté ado. C'est une Burnham qui se fout de la gueule de tout le monde. Pas parce qu'elle va régler les problèmes, mais parce que elle est mieux que Kirk. Kirk, c'est son instinct qui va lui faire réussir ses trucs, qui va lui faire donner raison plus tard. Mais Kirk, il a été clair qu'il a été à l'académie, il a étudié, il a triché, mais il a ses compétences de Starfleet. Elle, c'est l'expérience de tout ce qu'elle a vécu qui lui donne raison, quoi. Et qui lui donne tout son bac, tout son expert, tout. Donc les études, c'est pour les connards, hein, puisque elle est pote avec les ambassadeurs Klingons et qu'elle s'est battue et si elle a et tout. Et en fait, c'est tout ça que je dis que c'est des trucs d'ado. Tu vois, c'est pour ça, ce sont des trucs pour les ados. Il y a aussi ce côté, c'est aussi ce côté qui pour moi est vraiment, je reviens dessus, pour moi c'est l'antithèse de Star Trek, c'est l'individu exceptionnel. Ouais. Au-delà, bien supérieur au groupe, à la société dans laquelle elle vit, parce que, oh là là, regardez la bureaucratie de Starfleet, c'est pas bien, en fait il nous faudrait juste, c'est vraiment pour moi un discours qui est très, qui est très entre guillemets de droite, on va dire, c'est le côté de oh non, mais en fait il faut des individus exceptionnels qui vont tirer derrière eux tous les autres parce que eux sont meilleurs et sont plus destinés à le faire. Et quand j'ai revu l'épisode, moi ça m'a fait penser à un truc. Mariner, elle aurait pu être écrite par Zack Snyder. Et je dis ça avec tout le bagage négatif que ça peut avoir. Vraiment. Ce côté de l'individu exceptionnel face à la médiocrité du groupe et qui du coup va tirer le groupe derrière lui parce que c'est lui qui est le plus meilleur et qui est destiné à le faire. Les personnages comme ça, c'est pour moi c'est l'antithèse de Star Trek, mais Mariner c'est vraiment ça. Ce qui je trouve est extrêmement décevant parce que à côté de ça, c'est exactement comme pour Discovery. Autant le personnage de comment il s'appelle, Michael Burnham. Pareil, c'est la meuf, elle a été bénie par tous les dieux de la galaxie. Dès qu'elle touche un truc, ça se transforme en or. Quand elle pète, ça sent la rose. Et puis quand elle résout toutes les équations d'une seule pensée. Et à côté de ça, les autres personnages duquel elle vampirise le temps d'écran sont potentiellement intéressants. Donc que ce soit dans Discovery ou là, comme on parle, dans Lower Deck. Je trouve que Tendry a quelque chose qui est profondément intéressant, alors qui est pas lancé dans les premiers épisodes qu'on a vus. Toi, t'as pas pu la voir, mais Tendry, il y a tout un truc sur le fait que, comme elle est Orion, elle essaye de casser cette image de les Orions sont des pirates, les Orions sont des pillards, et elle est en mode non, on n'est pas tous comme ça, on a aussi des scientifiques, on veut aussi essayer de se débrouiller par nous-mêmes. Ça se voit un petit peu dans l'épisode de Strange New World. Rutherford, il y a un truc qui pourrait être intéressant vis-à-vis du fait que c'est un cyborg, qu'il y a eu un accident. D'ailleurs, on sait jamais ce que ça a été son putain d'accident. Rutherford, c'est jamais abordé. C'est le fait qu'il soit devenu un cyborg, ce sera jamais abordé. Comment est-ce qu'il vit ça par rapport à sa vie d'avant, c'est jamais abordé. Même Discovery, et Dieu sait que j'aime pas cette série, fait ça mieux avec. Il y a un personnage de cyborg qui a au moins droit à un épisode où on explique un peu comment elle vit ça. Mais il y a les seuls développements, enfin la série va systématiquement, constamment faire un focus sur Mariner, sur Bulmer qui est clairement son faire-valoir, mais qui ne va du coup jamais vraiment s'intéresser aux autres. Et quand on s'intéresse aux autres, c'est pour les rattacher à regarder comment Mariner elle est cool et comment Mariner elle est plus forte que tous les autres. C'est exactement comme dans Discovery quand on s'intéresse un peu à Saru par exemple. Je trouve qu'être un très très bon personnage, c'est toujours oh là là, regardez comme Saru est intéressant et regardez comment on peut rattacher Saru à Michael Deus Ex Machina Jésus Burnham qui va du coup résoudre sa situation. Et c'est pour ça moi que vraiment au-delà de j'aime pas Lower Deck parce que c'est un festival de référence qui ne sait que parler à lui-même et parler aux super fans, c'est aussi pour moi une série qui est focusée sur un seul personnage et qui te vend ce personnage complètement irrespectueux vis-à-vis du monde dans lequel elle est de Mariner comme oh là là, c'est la grande héroïne, c'est elle qui va tout réussir. Parce que et de ce côté-là, je veux dire, même Michael Burnham, au moins elle respecte les valeurs de la Fédération et tu comprends pourquoi elle était dans Starfleet à la base. Moi, je comprends toujours pas pourquoi Mariner elle s'est engagée dans Starfleet. Alors, si vous enlevez le problème Mariner, si on enlève le problème Mariner, qu'est-ce que vous pensez des histoires dans ceux qui sont en second plan la plupart du temps? Donc, on a parlé du vaisseau qui terraformait.
Il y a aussi plus tard cette histoire d'attaque des Gorn. Et puis il y a cette histoire. Enfin, il y a plein d'histoires dans second plan que vivent les officiers supérieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour le coup, pour moi c'est vraiment pas pour faire la mauvaise foi, mais j'ai très très peu de souvenirs tellement le ton de la série ne m'accroche pas. Alors là pour le coup c'est pas un reproche du ton de la série parce que je peux entendre qu'il y a des gens qui aiment bien. Mais vraiment, je me sens pas investi du tout, et du coup, j'ai quasi très très peu de souvenirs de ce que j'ai regardé. Des séries, donc des épisodes, genre par exemple, je me rappelle surtout le premier avec tous les zombies. J'ai fait OK, il y a des zombies. Puis il y a de la gelée. On a connecté les deux scénarios. Vas-y, c'est cool. C'est assez simple et efficace, tu vois. Mais comme c'est traité par le prisme Lower Deck, c'est-à-dire le prisme beaucoup plus fun. Et ça, c'est dit d'un point de vue neutre, tu vois. Donc fun dans le sens tu peux aimer, tu peux ne pas aimer. Ben ça fait que j'ai pas du tout été investi dans aucune des histoires que j'ai vues. Voilà. Donc c'est vraiment ça, quoi. Et toi, quoi, Noir, qui a les... vu toutes les saisons? Alors, du coup, moi, je trouve... Bah, alors, effectivement, sur les 5 premiers épisodes, ça se voit pas trop, mais en vrai de vrai, malgré tout ce que Mariner dit de mal sur eux, heureusement qu'il y a la passerelle. Parce que c'est clairement ceux qui vont être, je trouve, le plus intéressant. Ça aurait dû... je suis vraiment désolé, j'ai la gorge qui est un peu en vrac. Normalement, ça aurait dû être les autres personnages autres que Mariner qui brillent un petit peu, mais finalement, je trouve que ceux qui sont le plus Star Trekien dans leur histoire et le plus intéressant à suivre de ce côté-là, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus la passerelle, moins la mère de Mariner, la capitaine, que notamment son second, Hanson. qui personnage un peu présenté de clown musclé et tout ça, mais qui lui, on va apprendre des trucs, il y a la manière dont il va interagir avec les autres personnages. Il y a tout un épisode dans la dernière saison qui est assez intéressant sur le fait qu'il montre que cette image de clown qu'il a, bah, c'est quelque chose dont il est conscient et qu'il maintient lui-même parce que le fait que les autres le prennent pour un loser, ça leur permet de s'unir contre lui. Alors, c'est un peu fantasque, hein, c'est un peu couillon, et en vrai de vrai, c'est pas la meilleure méthode du monde pour être respecté dans ton navire et le faire tourner, mais au moins, ça permet de développer des intrigues qui sont assez intéressantes. Je trouve que des fois, la série a des concepts de SF assez intéressants. Je me souviens d'un épisode qui se passe sur un halo, sur un ringwa, un monde anneau. Genre, Oui. tiens, première fois qu'on voit ça dans Star Trek, c'est pas mal, il y a de l'idée. L'épisode en lui-même, il y avait un truc assez intéressant, c'était sur l'IA de l'halo qui pétait un câble. Ok, c'est un concept. Bon, malheureusement, comme d'habitude, tout est gâché parce que tout est pris à 10 000 km au-dessus de ce que ça devrait être. Tout est pris à la rigolade. Mais je trouve que pour moi, le plus gros défaut de Lower Deck, c'est pas forcément les concepts que Lower Deck présente. Il y a des trucs que Lower Deck présente qui sont intéressants. Il y a des trucs, il y a des personnages qui peuvent potentiellement être intéressants. Malheureusement, ils ne vont jamais être développés. Et il y a beaucoup de fois où tu es en mode, et j'aimerais beaucoup voir une série parallèle où on suit les vraies aventures de la passerelle, qui clairement, eux, sont un peu plus compétents, à part la capitaine qui est très fantasque, mais qui est pas non plus totalement incompétente, quoi. Mais malheureusement, non, on suit Mariner qui fait ses conneries. Ah. Mais je trouve qu'il y a quand même de temps en temps des trucs intéressants. Malheureusement, t'as beaucoup d'épisodes quand même qui sont totalement inintéressants et absurdes dans ce qu'ils proposent. Je pense notamment à l'épisode de, comment ils appellent ça, de la foire des métiers. Oui. Il m'a paru tellement, mais complètement con dans son concept qui est Arcadie, tu l'as pas vu, mais en gros, c'est un épisode. Est-ce que tu as déjà fait genre un forum des métiers? Tu sais, quand t'étais jeune, je vois ce que c'est. Tu t'emmènes dans un grand hangar avec plein de gens qui présentent ton métier, il y en a aucun qui est intéressant et t'en dis putain, je vais en chier. Et bah, t'apprends que dans Star Trek, dans la fédération, il y a ça. Ils vont à tout l'épisode, c'est Bolmer et Mariner qui sont à un forum des métiers à présenter Starfleet. Ils ont leur petit stand avec leur petit datapad à donner. Oh bah tiens, nous on est Starfleet, venez, rejoignez-nous. Et ils font comme ça vraiment, c'est limite les gars à la sortie du métro qui te donnent, oh tenez, rejoignez-nous. Et t'es en mode, c'est Starfleet les mecs, vous êtes dans la fédération. Tout le monde. Et ça revient sur le côté de, normalement c'est censé être un putain d'honneur de ouf
de rentrer dans Starfleet. Tout le monde connaît Starfleet, c'est pas la peine de faire genre non mais en fait regardez à côté t'as je pense comment ils appellent ça, la guilde des explorateurs ou un truc comme ça. De l'archéologie spatiale. Qui sont cool. Et tu vois, c'est ça le problème, c'est de te dire oui, mais en fait, vous avez vu, en fait, Star Trek, c'est nul, parce que nous, un peu les nerds, on est nuls, hein, comme ça, et en fait, une fois de plus, ça me saoule. C'est ce traitement-là. Il y a une histoire, pour revenir à ça aussi, c'est ce traitement qui me gonfle, et j'ai une histoire qui m'a vraiment fait rire, pour le coup. Ah, vraiment, j'ai eu un rire franc, donc je suis obligé de te rendre ça, Cyril. C'est l'épisode notamment avec cet épisode infâme où truc il a une meuf et l'autre elle peut pas l'accepter, Mariner peut pas l'accepter, mais c'est tout ce qu'ils doivent gérer avec les lunes là, et en fait ils peuvent pas, c'est un problème diplomatique de fou. Ouais, mais vous pouvez pas détruire ça parce que machin, c'était un scandale, et en fait tu comprends à la fin qu'ils sont juste deux. Donc t'as celui qui casse les couilles depuis le début, en fait ils sont juste deux sur la lune, et c'est parce qu'en fait ils sont très riches. Et le mec, il dit non, on a refait les châssis et tout, détruisez pas la lune et tout. Et cette histoire m'a fait mourir de rire parce que la capitaine, à ce moment-là, quand elle a pété les plombs, genre, vous êtes sérieux, putain, c'est pas possible, vous êtes juste deux depuis le début, vous me prenez la tête, machin, t'as tout qui va exploser. C'est une histoire, ce genre d'histoire, j'aurais aimé le voir dans un TNG. Tu vois, ce récit-là, avec un Picard qui se rend compte à la fin, mais vous êtes des connards, en fait, c'est pas possible qu'on ait rien à foutre. Vous dégagez. Oui, mais nos traditions et tout, j'en ai rien à foutre. J'aurais voulu le voir. Ça m'a franchement fait rire, ce truc-là. Ouais, en fait, on est très... Et même le prémisse était sympa, en plus. Alors, malheureusement, c'est qu'une micro-scénette, mais tu sais, quand elle rentre dans la pièce avec tous les aliens qui discutent entre eux, enfin, qui s'engueulent, t'as un côté de... Je vais mettre un qui fait « Non, les lunes n'existent pas, c'est un complot pour vous faire contrôler. » L'autre qui va sortir une autre connerie, il fait non mais ça contrôle nos marais, ouais mais non mais en fait c'est sacré pour nous. Enfin, t'avais un côté de, en fait moi j'aurais bien aimé que la caméra suive le personnage, qu'elle s'assoie et qu'on ait une scène à la, moi c'est un truc que j'aime beaucoup dans Voyager, quand Janeway est saoulé de ouf par les conneries que font les aliens entre eux, et le côté de bon, ils sont imbuvables, il y a forcément une connerie en dessous, mais bon, je suis Starfleet. Je vais quand même essayer d'être la voix de la raison, mais où tu vas pouvoir sentir un peu ce côté de ça me saoule, mais je vais quand même essayer de développer ça. Moi, c'est un truc pour lequel j'adore Janeway. Je trouve que Kate Mulgrew est incroyable à jouer les personnages d'autorité qui sont saoulés, mais qui tiennent quand même. Elle a une manière de rouler les yeux qui me fait toujours mourir de rire. Et bah là, j'aurais bien aimé voir ça. Enfin, j'aurais bien aimé juste voir, tiens, tenez, on va développer ça. Tiens, parlons un peu, justement, du complotisme, parlons un petit peu de ce genre de choses. Ça aurait pu être intéressant, sauf que, bah non, faut retourner voir Mariner qui casse les couilles à ce pauvre Boimler qui, pour moi, Boimler, ça aurait été intéressant de l'avoir lui en personnage principal. Pour moi, il fait plus Starfleet que les autres, quoi. C'est un peu c'est un peu un nerd loser, mais lui aussi, il est compétent. Et en vrai, d'ailleurs, j'aime pas tellement que la série soit en mode, oh, regardez, c'est nerd loser, parce que t'es en mode, les gars, c'est Star Trek. Ouais. C'est bon, les nerd losers, c'est votre public. En plus, j'aime pas ce côté, c'est ces vieilles vannes sur, ah ouais, les nerds de ci, les nerds de ça. T'es en mode, bah, franchement, non, les nerds, en fait, je pense que nous trois, on en est. Oui. C'est en vrai de vrai, je trouve que ces clichés-là, ils marchent plus, en fait. C'est pour ça, en fait, je trouve que ça fait des vieux clichés des années 80. Et c'est jamais des clichés que j'ai très appréciés, pas parce que forcément, ça me tape dessus, mais parce que pour moi, on peut en dire des choses plus intéressantes que juste ça. En fait, là où ça devient insultant, c'est que c'est dans une série pour les nerds. Oui, c'est ça. En fait, moi, je m'en fous. Enfin, les critiques. En fait, tu vois, pour le vivre encore, cette espèce de, à minima, le décalage que tu peux avoir face à un geek passionné. Pouf, Cyril, il a rien dit depuis le début. Attends, vas-y, Cyril, désolé, vas-y. Dis un truc. Non, moi je trouve. Alors, on enfonce la série sans que tu puisses dire quelque chose. Non, mais moi je trouve que c'est Star Trek qui se moque de Star Trek. Je trouve que c'est une bouffée d'air dans une série qui se prend souvent trop au sérieux. Ouais. Voilà. Ça, moi, je peux l'entendre. Voilà. Et à partir de là, moi j'aime ce décalage. C'est un peu une bouffée d'air, surtout quand on est fan de DS9 et qu'on voit les ténèbres dans DS9 s'installer de saison en saison.
Et puis pareil dans les nouveaux films, ou alors je trouve que ça apporte une bouffée d'air. Après, les histoires sont en elles-mêmes très Rick et Morty. On sent qu'il y a une influence derrière de SF à la Rick et Morty, sans en avoir les ambitions. Clairement, parce que le carcan de Star Trek fait que ils ont une bible et qu'ils peuvent pas faire comme Rick et Morty à pas absolument ce qu'ils veulent. Voilà. Moi après par exemple l'épisode où Forum des métiers m'a fait beaucoup rire, mais c'est parce que c'est mon métier. Donc je me suis projeté là-dedans. Voilà, moi je le vis ça au quotidien. Venez dans notre école. Mais après, je peux comprendre vos avis. Non, malheureusement, c'est pas Starfleet. Ça, le problème, pour moi, le problème n'est même pas le forum des métiers. Le problème, c'est qu'on te dise, en fait, Starfleet, c'est un peu un truc de loser. Ils ont besoin d'avoir ça et on peut leur chier dessus parce qu'en fait, on envoie les pauvres merdes s'en occuper. C'est ça le problème. C'est même pour moi que Starfleet a un forum de métier. Tu vois, j'ai pas de problème avec ça. C'est le traitement en tant que tel. On sait que Starfleet fait entre guillemets pas de la propagande, mais tu sais, ils ont leur poster de recrutement et tout ça. Moi, ce qui m'a gêné dans cet épisode, c'est le côté t'as toutes les guildes les guildes entre guillemets, parce que ça fait vraiment ça. T'as les explorateurs, je crois t'as même les Ferengi à côté, et tout le monde dans le forum des métiers chie à la gueule de Starfleet en mais oui, mais vous êtes des losers, oh là là, avec vos pyjamas, vous êtes nuls, tout ça. Et t'es en mode, les gars, c'est Starfleet, réveillez-vous un petit peu. Enfin, les mecs, ils ont sauvé la galaxie 25 fois. Quand c'est la merde, c'est eux qui combattent. D'autant plus que si tu prends le canon de la série, on sort, alors je sais plus exactement à quelle date se pose la série, mais très clairement, on est après Voyager et après que Voyager soit revenu, donc après DS9. Ça veut dire que les mecs, quand ils sont au forum des métiers, là, et que l'intégralité des autres guildes, les explorateurs, les Ferengi, tous les Clarons, tout ça, leur chie dessus en les faisant passer pour oh là là, ouais, vous êtes des nerds, vous êtes juste bons à explorer en pyjama et à obéir au cordeau. On sort de la guerre du Dominion. C'est ça. Ouais. En fait, c'est ça le problème. Si tu prends la période dans laquelle ils sont, Starfleet, ils viennent de connaître leur plus grosse guerre. Ils ont sorti victorieux vraiment sur le fil du cul. Et ça devrait être censé être des putains de héros. C'est jamais personne. Ils devraient avoir le traitement qui est pas forcément le traitement souhaitable dans une société parfaite, mais le traitement qu'on aurait pu voir à la fin deuxième guerre mondiale, où tu ne pouvais pas dire le moindre mal d'un militaire parce que t'avais ce côté ils ont fait ça, ils se sont battus pour notre liberté, quoi. Voilà, là ils viennent de se taper la guerre de ouf contre le Dominion il y a quelques années, parce que quand on voit par exemple quand il y a un épisode où on voit le personnage de Tom Paris revenir, il a pas l'air bien plus vieux, je lui donne il a l'air d'avoir genre tu sais 5-6 ans de plus de ce qu'on voit à la fin de Voyager. Et Voyager, ça c'était quand il rentre sur la Terre sur Terre, la guerre contre le Dominion, elle s'est finie il y a quelques années. Donc la guerre, normalement, elle est encore hyper fraîche. D'ailleurs, moi j'ai toujours trouvé ça un truc très étrange dans Lower Deck, c'est que pour une série qui passe son temps à référencer son propre lore, t'as vraiment l'impression qu'ils vivent dans une bulle temporelle où tout ce qui s'est passé, tout ce qui est censé s'être passé récemment pour ces personnages-là, n'a jamais eu lieu. C'est DS9 n'est jamais, à part le fait que tu as le personnage du chef de la sécurité qui vient de Bajor et qui va de temps en temps dire ouais, moi je suis un combattant de la liberté, je me suis battu contre le fascisme avec Cardassiens. Qui d'ailleurs fait que ce mec a les meilleures répliques, il a de temps en temps les meilleures répliques de la série. En mode la guerre contre le Dominion que les personnages sont censés avoir vécu, et ils l'ont vécu de leur vivant. C'est évident vu leur âge que eux ils l'ont vécu de leur vivant, que leurs parents l'ont vécu, que l'intégralité de la passerelle l'a vécu. On s'en branle, mais alors complètement. Alors que pour moi ça devrait être le truc qui devrait être commun à tout le monde, c'est leur vie par rapport à l'univers dans lequel ils sont. Là, j'ai vraiment l'impression que le Cerrito, il a popé comme ça dans l'univers de Star Trek, avec son équipage de freaks et de losers, et ils ont jamais été, ils sont inconscients, ils sont totalement inconscients du monde dans lequel ils vivent. Ça, les sagas comme ça, pour prendre en compte son propre lore, d'autant plus une saga qui passe son temps, enfin une série qui passe son temps à faire que de la référence, c'est une hypocrisie que je trouve assez impressionnante. Vas-y Cyril. Ouais, mais est-ce que c'est pas nous en tant que fans qui idéalisons à fond la fédération? Alors moi je dis non.
Ah non, carrément pas. Je dis que c'est le lore de Star Trek. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est le lore de Star Trek. Il y a le côté fan, on idéalise, on n'aime pas qu'il est recordé. Ça, je peux l'entendre, mais c'est pas ce que fait la série. Dans l'univers de Star Trek, Starfleet est un idéal. C'est pour ça aussi que pour moi, c'est la même raison pour laquelle j'aime pas la section 31. C'est une gageure par rapport à la promesse de Starfleet. Starfleet, on te dit que c'est le potentiel de l'humanité. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis d'ailleurs, Contener, sur le fait que on doit attendre la personne exceptionnelle qui va régler le problème, parce qu'en fait dans Starfleet ils sont tous exceptionnels. Oui, c'est ce que je dis. Moi je disais que la personne exceptionnelle, c'est ce que j'aime pas dans le Lower Deck. Ouais. Et du coup, et du coup, le truc de Starfleet, c'est que Starfleet est exceptionnel narrativement. Donc tu peux pas venir dans cet univers-là de dire en fait vous êtes tous des connards. C'est aussi pour ça que moi j'ai du mal avec DS9. C'est le principe fondamental de dire en fait c'est facile de jouer les bisounours dans un monde où tout va bien pour toi, mais regardez, il y a les mains dans le cambouis là-bas, et eux, les principes de la fédération, on se torche avec. Mais en fait, non, le principe c'est, même quand t'as les mains dans le cambouis, comment tu fais pour garder l'idéal? Moi, c'est la thématique Superman. Superman est l'équivalent d'un demi-dieu qui a décidé de mettre son pouvoir au service du plus faible, pour le protéger. La question, c'est tous les scénarios devraient tourner autour de comment tu fais. Et pareil pour Batman. Il y a une lecture de Batman actuelle que je ne supporte pas, qui est cette espèce de lecture punko communiste de mes couilles, dans le sens, réfléchis à 2 balles. En fait, Batman, il protège les 1%. Ta gueule, connard. Ferme ta gueule. Batman, c'est un héros. Point. La question, si tu veux le réfléchir comme un punko communiste, fais-le. Mais la question, c'est comment un milliardaire qui a décidé que le traumatisme qu'il a vécu ne se répercuterait pas sur l'ensemble des habitants et des enfants de la cité qu'il a décidé de défendre, va essayer de changer les choses. Et tu peux lui appliquer un schéma social, tu peux lui appliquer une déconstruction sociale, mais dire en fait Batman il protège les 1%, c'est de la merde. Parce que Batman c'est le gentil dans l'histoire, et pas le Joker. Alors, là, on s'écarte un petit peu. Je suis assez d'accord là-dessus, même si je trouve que tu peux avoir une lecture critique de Batman, mais je te conseille de lire le run Batman White Knight, qui est assez intéressant parce que justement, c'est un run qui est très bien écrit et qui analyse un peu en profondeur le rapport que Batman a sur Gotham City. Et ça le fait je trouve d'une très bonne manière, sans être dans le cliché de oui, en fait, Batman il défend les 1%, et sans être dans l'opposé que sont les runs de Miller, que moi pour le coup j'aime pas beaucoup, parce que bon, Miller a clairement une idéologie politique qui me fait gerber et qui transmet dans ses comics. Mais je te conseille Batman White Knight. Et je te conseille aussi, si tu as à me dire Superman, My Adventure with Superman, la série animée, c'est trop bien. Je peux pas. Ah bah je te jure que ça vaut le coup. Moi j'aime beaucoup Superman, j'aime beaucoup l'idéal que Superman. Je trouve que Superman a été flingué par des tâcherons comme Zack Snyder que je déteste. Je déteste ce que Snyder a fait de Superman. Et si tu veux une vraie version du Superman lumineux, je te conseille vraiment de trouver Superman. Alors peut-être, mais Superman devenu Magical Girl, c'est mort. Parce que la série, c'est vrai, parce que la série est très inspirée shonen, c'est tout. Mais en fait c'est ok, j'en ai absolument rien à foutre. Pour moi, ça a été le point trop. Moi, je suis passionné par Superman. Un de mes préférés, c'est de Lois et Clark. Donc le Superman. Moi, j'aime le Superman simple. J'aime beaucoup le Clark de Smallville, c'est-à-dire le mec simple qui essaye de faire le bien. Mon préféré restera Christopher Reeves à jamais. Mais un Superman devenu Magical Girl, je suis désolé, j'en ai rien à péter. Je veux check. Par contre, je vais regarder ta vidéo. C'est déjà ça de gagner. C'est totalement ça de gagner. Mais donc, pour revenir avec le truc, avec Starfleet, Lower Decks, parce que c'est ça que... Ah oui, si, je veux juste revenir sur un truc que tu as dit, que je trouve intéressant, sur t'aimes pas la section 31, et je te rejoins là-dessus, que l'idée de la section 31, c'est, pour moi, c'est antithèse de Star Trek, mais justement, que la section 31, dans l'épisode, le couplet d'épisode où elle apparaît dans DS9, elle prouve son inutilité.
justement quand tu as le personnage qui ressemble, mais qui d'ailleurs pour moi, au passage, je trouve que le mec de la section 31 ressemble terriblement à l'espèce de nazi de la Terre qu'on a dans Babylon 5, Oui, qui directement m'a fait dire lui il y a un problème. Mais quand justement il dit au docteur Bashir de la fédération a besoin de gens comme vous, des rêveurs, des gens qui peuvent dormir la nuit, et pour que des gens comme vous puissent exister, il y a besoin de gens comme moi qui font des saloperies, qui vont en dehors des règles, vont tout casser. Et justement, je trouve que le but de l'épisode et la conclusion de l'épisode, c'est justement Bashir qui dit non, on n'a pas besoin de flinguer nos valeurs avec des mecs comme vous, avec vos méthodes à vous. On peut totalement défendre notre idéal et le défendre même face à des gens qui veulent qui veulent notre fin, sans compromettre les valeurs pour lesquelles on a créé cet État qui est la Fédération. Et ça, enfin, vraiment pour moi, le but moral de cet épisode, c'est de dire que la CIA de l'espace, c'est pas une bonne idée. Alors, oui, mais je vais le faire en une phrase parce que je t'invite à aller écouter le super podcast qu'on a fait sur la section 31 où là j'ai vraiment développé sur chaque épisode où il apparaît. Le problème n'est pas ça. Le problème c'est que comme c'était des épisodiques à l'époque, pour moi la section 31 c'est un boss de fin de level. Surtout que ça aurait été le boss de fin de DS9. C'est-à-dire DS9 si le propos c'est de dire on va mettre les mains dans le cambouis et on va éprouver les thématiques de la fédération, tu vois. Et on est obligé deux fois de jouer un peu avec les règles, de jouer un peu avec le feu, etc., et d'aller dans le trouble. La CIA de l'espace, c'est on se torche avec les règles, on fait ce qu'il faut pour le bien commun. Il aurait fallu que dès que le moment, pour moi, pour que ce soit du Star Trek, il aurait fallu que dès le moment où la section 31 existe, ça devienne le méchant à détruire, et qu'à la fin on arrive à le détruire. Et là, ça devient une thématique de Star Trek. Comme ça reste en fond, ça devient quoi? Ça reste un truc qu'on peut sortir de temps en temps parce qu'on a envie de raconter un peu de lore. Et ça devient le dernier court-métrage où on va te faire les Suicide Squad de la galaxie. Qu'est-ce que c'était de la merde ce film, nom de Dieu. Voilà. Oh là, terrible. Cyril. Alors, attends, si je peux juste terminer un truc. Cyril, Je rejoins sur tout ce que t'as dit. Vas-y. Désolé, Cyril, vraiment. Je te rejoins sur tout ce que t'as dit. Et c'est d'ailleurs une des choses qui fait que, même si j'adore DS9, je trouve que Babylon 5 fait mieux. De ce côté-là. Oui, bien sûr. Terriblement. Je trouve que Babylon 5 c'est parce que Babylon 5 a construit son discours sous 5 saisons et qu'il pouvait développer vraiment ces thématiques. Je dirais sur 4, la cinquième de Babylon 5, j'ai beaucoup de mal avec elle. Je trouve que pour moi, la vraie fin de la série, c'est la fin de la 4, je trouve qu'elle est parfaite. Mais, revenons sur Lower Deck. On peut m'expliquer comment est-ce que Mariner peut te faire une ref à la section 31? Parce qu'elle est trop badass. C'est le moment où elle dit Boimler, pourquoi est-ce que tu marches de manière qui fait la référence. De marcher de manière plus truc. On dirait les gars de la section 31. Comment est-ce que Mariner tu connais la section 31? C'est dans quel univers, meuf, tu t'es au courant de ce que c'est la section 31? C'est Boimler qui fait la réflexion. Vas-y, Cyril. Défends Lower Deck maintenant. Le ref au fait que Cisco a fait buter le diplomate romulien. C'est de ce level-là. Meuf, tu connais des hauts secrets d'état de malade. D'où tu sais ça, en fait? Elle connaît les bails. Écoutez, on va clôturer là-dessus, du coup. Je voudrais clôturer sur deux choses. La première, parce qu'on a quand même beaucoup chié sur Lower Deck. Il y a des gens qui doivent kiffer et tout. Donc, Cyril, toi qui as apprécié la série, je te laisse faire un petit laïus sans interruption pour défendre Lower Deck parce que on est quand même à 2 contre 1, c'est pas cool. Donc vas-y, défends. Et moi, je voudrais terminer quelque chose par rapport à la vidéo de Quanknar, à sa thématique dans sa vidéo liée à Lower Deck. Vas-y, Cyril, fais ton petit laïus de pourquoi Lower Deck, toi, tu trouves ça bien, défends la série. Je trouve que ça m'a rappelé TOS, ça a cette légèreté, ça se prend pas la tête, et ça faisait du bien à un moment dans ma vie où les choses étaient sombres. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une petite Madeleine de Proust pour moi, Lower Decks. C'est vraiment, c'est peut-être pas une critique technique, mais c'est comme Rick et Morty, quoi. C'est arrivé à un moment dans ma vie où j'avais besoin d'évasion, mais de rire en même temps. Et Lower Deck apporte ça. Je l'entends. Et c'est vrai que la légèreté, je te rejoins dessus. Moi, si je peux dire aussi un truc, c'est que effectivement, moi aussi, j'ai chié allègrement sur Lower Deck.
mais qui suis-je pour remettre en cause les goûts des gens? Et si les gens ont aimé Lower Deck pour toutes les raisons qui leur sont personnelles, il y a aucun avis n'est plus valable que le vôtre là-dessus. Donc vraiment, si les gens ils ont kiffé Lower Deck, mais grand bien vous fasse, et je suis même content que ça soit le cas. Et le mieux, c'est si les gens ont vu Lower Deck et après découvert le reste de la saga, mais génial. La série est à défendre, ne serait-ce que pour ça. Pour C'est nous, on est visiblement nous, on est deux vieux cons qui détestons Lower Deck. Très bien, mais c'est juste notre avis à nous. On n'est pas deux vieux cons. Tant mieux, et c'est même plus cool que vous soyez rentré dans Starfleet comme ça. Moi, ce que je vais dire autrement, je vais le dire mais autrement, c'est-à-dire que j'aime pas Lower Deck, je l'assume, je suis pas un vieux con pour autant. Je considère pas comme un vieux con. Non mais on pourrait le dire comme ça, mais je me considère pas comme un vieux con de pas aimer Lower Deck. Parce que mes leviers sont c'est pas sur du pinaillage, c'est sur des trucs profonds et des désaccords. Cependant, avec la série, je vais faire un parallèle avec la KTL. Quand la KTL est sortie, il y avait beaucoup de sentiments de c'est pas du Star Trek, c'est trop boom boom, c'est trop machin et tout ça pour du Star Trek. Et donc un peu ce qu'on moi par exemple je reproche à Lower Deck qui est on fait pas vraiment du Star Trek, on fait quelque chose avec du Star Trek, avec un skin Star Trek. Et cependant, effectivement, comme tu dis, ça a permis d'ouvrir sur d'autres œuvres de Star Trek, de créer un véritable intérêt. Je suis un défenseur de la KTL jusqu'au bout grâce à ça, à cause de ça. Et de toute façon, si ça accroche des gens, ils vont découvrir ce qu'est Star Trek et découvrir en quoi Lower Deck est spécial dans Star Trek. Est unique dans Star Trek. Et c'est sur ça aussi que je voudrais terminer. Est unique dans Star Trek et donc se rendront compte par eux-mêmes ce qu'on dit quand j'explique que Starfleet c'est narrativement intestable, c'est narrativement vertueux et tout ça. Tu peux pas aller à l'encontre de ça parce que tu peux faire tout ce que tu veux autour de ça. Tu peux pas faire, voilà, tu brodes autour de cette idée fondamentale, aller vers l'autre côté, faire une opposition à ça, faire une variante de ça, oui, mais c'est ça. Donc tu peux pas dire que Starfleet c'est les losers. Mais ça tu le découvriras en découvrant Star Trek. Tu le découvriras et si tu as découvert Star Trek grâce à Lower Deck, grand bien te fasse. Si ça a été ta bulle où tu t'es amusé, grand bien te fasse. Moi j'avoue qu'il y a des blagues qui m'ont vraiment fait rire et j'ai ce côté fan chiant, voilà. Mais c'est mon bail. Je dirais toujours que la meilleure série Star Trek et ça me fait mal au cœur de le dire comme ça, la meilleure série Star Trek de ces 10 dernières années, c'est d'Orville. C'est ce qu'aurait dû être Star Trek, le renouveau. Donc, je suis ce genre de fan. Pour terminer avec ce que disait par rapport à ta vidéo, je vais faire un rappel. Donc, si vous voulez prendre le propos au complet de Coinclar, je vous invite ardemment à aller voir cette vidéo sur Lower Deck, où il est beaucoup plus, je vais dire, pas mesuré, mais juste équitable dans les points positifs et points négatifs. Parce que là, forcément, on était à deux, donc on s'est chauffé. Mais il est un peu plus équitable dans cette vidéo. Et en fait, la culture des Memberberries qu'on a, moi j'ai l'impression, je voudrais parler de ça, je voudrais parler du futur au lieu de se concentrer sur le passé. Ça fait quand même 5 ans les gars, comme ta vidéo. J'ai l'impression que maintenant, on a eu dans Star Trek, on est dans une espèce de moment multiversel, narratif. Avec Discovery, quand tu regardes Strange New World, quand tu regardes The Orville, quand tu regardes Lower Deck, c'est plein de manières extrêmement différentes, même le film sur la section 31, de raconter du Star Trek. Qui des fois, ça matche pas, des fois ça match. Et je pense que la prochaine vibe de Star Trek va pouvoir s'inspirer de toutes ces fonctions de narration. On a fait une fois un truc comédie musicale, ça a bien marché. Il y avait ce truc-là dans Lower Deck qui fonctionnait, vas-y, on peut l'utiliser, parce que j'adore l'épisode de Strange New World avec Lower Deck. Parce que justement, t'as le côté vraiment, on les regarde, mais putain, vous êtes des blaireaux en fait. Et donc, moi, je trouve qu'on a un peu, pour l'instant, si on veut regarder tout ce qui a été produit aujourd'hui, nous prenons en compte Discovery, sans penser les qualités et les défauts propres à chaque série, l'ensemble, la qualité principale de Joie, c'est qu'à force d'avoir fait plein de bouteilles dans différents océans, je t'ai dit des bouteilles dans différents océans, on aura exploré différents espaces. Voilà, je suis en train de faire plein de métaphores complètement pétées. Mais vous voyez, on a envoyé des vaisseaux pendant 5 ans, explorer différents univers, là où le Star Trek n'a jamais été au niveau narratif. Et que la prochaine étape, on aura peut-être une forme de nouveau TNG, une nouvelle série qui va vraiment pouvoir faire la synthèse de tout ce qui était bien
dans cette période extrêmement foisonnante narrative. Voilà. Non, pour dire là-dessus, dans ce côté-là aussi, moi je trouve que la série qui me donne le plus d'espoir pour le futur de Star Trek, c'est Prodigy. C'est une série, pour moi Star Trek, je pense qu'on a suffisamment entre guillemets exploré Starfleet notamment, et je pense qu'il est peut-être temps de toujours rester respectueux de ce qu'est Starfleet et tout ça, de commencer à raconter des histoires qui se passent en dehors de Starfleet. On sait que la Fédération existe, et notamment, je trouve que Prodigy, pour moi, c'était vraiment un très, 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 très beau ballon d'essai. Je trouve que la saison 1 est très bien, la saison 2, elle est parfaite, notamment sur le côté, elle sait gérer ses références, et il y a tout un truc autour de Wesley Crusher qui est vachement bien, et j'aime beaucoup les designs. Mais le côté de Prodigy, avec ce truc de, il y a toujours ce phare de lumière au loin qu'est la Fédération, qui brille dans toute la galaxie les personnages, ils en ont entendu parler, c'est putain Starfleet c'est ça a l'air fantastique, la Fédération c'est tel idéal, c'est telle chose, mais à côté, il y a aussi des gens qui vivent leur aventure, il y a aussi des choses à raconter en dehors de directement la Fédération, pour justement peut-être parfois même permettre à la Fédération de mieux briller, ou justement de regarder en quoi est-ce que, ah tiens, la Fédération fait ça, eux ils font ça de cette manière, peut-être qu'il y a des choses, ceci peut peut-être dire quelque chose sur cela, ça peut être sympa, ça peut être sympa. C'est pour ça que je trouve que pour moi le futur de Star Trek, j'aimerais bien qu'il ressemble un peu plus à ce qu'était Prodigy, parce que je trouve que Prodigy a essayé des choses, et bon, ça, je l'ai répété beaucoup de fois, et moi j'aime quand on essaye des choses tout en restant respectueux de l'univers dans lequel on trouve, et de ce côté-là, moi j'aimerais beaucoup que le futur de Starfleet, de Star Trek ressemble à ça, parce que je pense qu'on a fait entre guillemets le tour de ce qu'on pouvait raconter dans Starfleet. Je vois pas tellement dans quelle situation on pourrait mettre un équipage pour qu'on ait de nouvelles choses intéressantes, sans refaire c'est un équipage qui est perdu au loin ou qui explore et on explore comme ça, et parce que ça, il y a déjà eu Voyager, il y a déjà eu TNG, il y a déjà eu la série classique, qui sont un petit peu toujours sur ce même modèle. Et je pense qu'il est peut-être temps que Star Trek prenne le risque de proposer quelque chose de réellement différent de ce côté-là. Je sais ils avaient plein de projets pendant des périodes parfois un peu étranges, notamment il y avait eu cette très très bonne phrase, je crois, je sais plus si c'est le showrunner de DS9 qui avait sorti ça, on lui avait dit est-ce que vous voudriez pas faire une série policière sur Starfleet, sur quoi il avait répondu ah bah non, parce que pour que ce soit de vrais héros, faudrait qu'ils démissionnent tous dès la fin du premier épisode. J'ai trouvé très intelligent à dire. Mais voilà, je pense que pour moi le futur de Star Trek ne sera pas forcément dans la Fédération, enfin j'aimerais qu'il ne soit pas forcément dans la Fédération, pour qu'on puisse continuer réellement à explorer cet univers. Alors moi je dis oui, mais il faut qu'ils réussissent la saison 3 de Strange New World. Parce que Strange New World, c'est le revival de l'exploration trekkienne à l'ancienne. Et la saison 2, c'était un petit peu trop la croisière s'amuse. C'était un peu trop les histoires inter-équipage. Moins exploration. Donc si la saison 3 revient sur vas-y, on explore le monde, c'est cool. Je suis entièrement d'accord avec toi. Cyril, j'ai un peu peur que la saison 3 soit trop sur les conflits avec les Gorn et beaucoup moins d'exploration. Ouais. J'espère qu'après le cliffhanger qu'on a eu en fin de saison 2, ça va être réglé en genre 2 épisodes et qu'après on repart sur de l'exploration, parce que j'aimerais pas que, enfin, je veux dire, la série de guerre entre guillemets de Star Trek, on l'a déjà eu, c'est DS9. Donc c'est pas la peine de refaire ça. Et par contre, je suis d'accord pour Strange World, très très bonne série. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la vibe de Pike, que je trouve Daddy Pike, comme il est surnommé. Je trouve qu'il est assez incroyable. Il arrive à transmettre un humour que j'aime beaucoup, très caustique, qui pour moi le rapproche beaucoup de Janeway. Et je sais qu'ils sont pas du tout à la même période, mais je trouve qu'ils auraient interagi de manière incroyable entre eux, ces deux-là. Et bon, après là, c'est le fan de non, je suis d'accord. Je t'invite à aussi aller voir notre épisode on a fait plusieurs épisodes sur Strange New World. Pour aller voir pour voir ce qu'on dit de Pike. Moi aussi, ça reste mon capitaine préféré de tous. Cyril, nous te laissons le mot de la fin. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-nous un petit commentaire, mettez les étoiles, tout ce qu'il faut, les likes. On compte sur vous pour la prochaine fois. Vous l'aurez compris, on parlera pas de Lower Decks la prochaine fois, mais on parlera d'un sujet qu'on va déterminer avec Arcadie, vous inquiétez pas. On revient bientôt. C'est quoi ton actualité, Coignard ?
Moi, ces temps-ci, je suis en train de travailler sur ma prochaine grosse vidéo qui est sur un sujet que je traîne depuis très longtemps et que je vais enfin pouvoir la sortir. C'est une rétrospective sur le mouvement de la Black Animation, qui est un mouvement de l'animation qui a couru durant les années 2000 et qui s'est un peu arrêté, et qui a un revival de ces temps-ci grâce notamment au dernier Spider-Man, et qui est un mouvement très intéressant sur notamment le rapport de l'animation avec la culture légitime, et comment est-ce que une animation qui a été faite par des Afro-Américains pour des Afro-Américains a réussi à infuser ses thématiques et son style dans les productions qu'on verra pour les 15 années qui suivent, notamment avec des productions comme Static Shock à l'époque, les Boondocks qui étaient hyper intéressants, et des films comme Intergalactic par exemple qui est très intéressant. Bref, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, de l'histoire de l'animation et comment est-ce que ces genre de choses évoluent. Et du coup, je suis en train de bosser là-dessus, et c'est bienvenu parce que pour l'instant, j'en suis à 16 pages de texte, plus un feat avec un autre youtubeur. Donc ça va être c'est un gros projet que je traîne depuis longtemps, et je vais enfin pouvoir le sortir, et je suis très content. Et ben, félicitations à toi. Et on a hâte de le découvrir. On a hâte de le découvrir, quoi. Faut encore que je le monte. Hein. Et ben, moi aussi, j'ai ce podcast à monter. Bah, bon courage à tous. En attendant, allez voir la vidéo de la chaîne de Coincnar. Commencez par Lower Deck si ce podcast vous a plu. Et si vous aimez Lower Deck et qu'en fait on vous a un peu cassé les pieds et tout ça, allez quand même voir sa vidéo, parce que ce n'est pas qu'une vidéo sur Lower Deck, c'est une vidéo sur la culture marketing de la nostalgie, du marketing de la nostalgie qu'on retrouve un peu dans toutes nos œuvres de fiction en général, et dont Lower Deck est un syndrome assez flagrant. Mais allez regarder les autres podcasts de Cyril où il a parlé de Lower Deck beaucoup plus, parce que lui ça lui a fait du bien, c'est quelqu'un à qui ça a fait du bien. Et il a quand même malgré tout des arguments, même si on lui a pas trop laissé l'occasion de les exprimer. Donc vous aimez Lower Deck, et bah tant mieux pour vous, c'est pas grave. Désolé qu'on ait craché dessus pour ça, mais c'est très bien que vous aimiez Lower Deck, surtout si ça vous a fait aimer Star Trek et que ça vous a fait découvrir le reste de la saga, et c'est ce qui compte après tout. Et qui sommes-nous pour juger vos goûts et vous dire que cette série est nulle, mais même si on le pense très très fort. Et ben voilà, c'est sur ces mots-là qu'on va arrêter. Et ben merci à tous, merci tout le monde, merci Arcadie, merci Coincnar, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Gros bisous.